ya bakongo. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, messieurs les panélistes, mesdames, messieurs les participants en vos titres et qualités, il nous a été donné à mon collègue le professeur Mbata et à moi-même de parler de l'évolution du système judiciaire dans notre pays, les réformes, les défis et les perspectives. En liminaire, je voudrais dire que j'ai apprécié les deux éminents magistrats qui sont passés avant moi. Je voudrais d'abord dire mon appréciation d'un extrait de l'exposé du procureur général près la Cour constitutionnelle lorsqu'il a évoqué le bradage du droit contre l'argent. Cela parle au législateur que je suis. Mais je pense que j'ai une lecture de législateur. Je suis un partisan du parler vrai. Je ne suis pas un dogmatique. Et peut-être comme législateur depuis 18 ans au Parlement, dont une douzaine d'années au gouvernement, je suis habitué à poser un œil scrutateur et peut-être un peu trop critique sur les faits et sur les idées. Je vais donc probablement heurter la sensibilité des uns et des autres parmi les acteurs de ce système judiciaire que nous sommes appelés aujourd'hui à examiner ici. Je voudrais solliciter l'indulgence des uns et des autres. En principe, la justice est administrée au nom de l'État dans notre pays par les cours et tribunaux avec le ministère public et les avocats. C'est ceux-là qui constituent, à mon avis, avec le personnel qui leur sont attachés, le système judiciaire, dont le rôle et l'efficience sont au cœur des débats que nous avons ici. Je suis d'avis que ces débats devraient également porter sur les impératifs de la séparation des pouvoirs. Les éminents magistrats qui m'ont précédé ici, ils sont revenus, mais je voudrais insister aussi sur la synergie interinstitutionnelle indispensable pour fonder l'état de droit que nous appelons tous de nos vœux. Hier, le président de la République, le ministre d'État à la Justice, le bâtonnier national que nous avons suivi religieusement dans cette salle ont justifié ces états généraux de la justice par les contre-performances du système judiciaire. Dans l'exercice de ses missions, quelles sont-elles? Protéger les gens, arbitrer les conflits, sanctionner les comportements interdits ou les violations présumées ou d'interprétations différentes des normes et engagements régissant les interactions sociales. Quel est l'état des lieux? Quels sont les acquis positifs de la situation actuelle? Je dirais qu'il existe dans ce pays un droit positif. Le premier président de la Cour d'appel, de la Cour de cassation nous l'a rappelé. Ce droit positif est adossé sur une architecture institutionnelle qui applique la Constitution, les traités internationaux, les lois, les actes réglementaires et, le cas échéant, la coutume, autour d'une triptyque, Cour constitutionnelle, juridiction de l'ordre judiciaire, juridiction de l'ordre administratif, ainsi que les parquets qui y sont rattachés. La clé de voûte de ma lecture, qui sera très brève, de l'évolution de notre système judiciaire réside dans la révision constitutionnelle de 2011. J'en ai été un des auteurs. Cette révision avait été justifiée, entre autres raisons, par un certain nombre d'incongruités observées dans le texte de 2006. Mais en dépit de ces imperfections, je suis dans les acquis positifs, il faut reconnaître que l'agencement institutionnel qui avait été mis en place
en cette période apparaissait à d'aucuns parmi nous comme une évolution positive lorsqu'on la comparait à la domestication caricaturale du système judiciaire par le parti État MPR sous la Deuxième République. Indubitablement, il y avait eu, à partir de 2006 puis de 2011, un allègement de la chape de plomb du pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire. Je pense que personne ne me contredira. Quels sont les défis à relever? Malgré cette légère amélioration, force est de constater une survivance dans le système judiciaire d'une panoplie d'antivaleurs et de dysfonctionnements. Et je parle du point de vue de mes électeurs, notamment la corruption endémique, notamment l'apathie face aux expectations légitimes des justiciables et de la population en général. Un autre défi à relever dans le système judiciaire congolais, c'est le syndrome de l'hubris ou l'ivresse de la toute-puissance que beaucoup de nos compatriotes dénotent chez certains magistrats, pas tous, heureusement. Elle se traduit par la propension à dépasser les limites de l'inacceptable en se surestimant et en sous-estimant les autres. On en a une illustration avec la persistance de cette querelle doctrinale sempiternelle, inappropriée, qui oppose d'une part les adeptes de l'équivalence statutaire absolue entre magistrats du siège et magistrats du ministère public, et d'autre part les partisans de l'école napoléonienne, celle qui nous a inspirés en 2011, pour qui l'action du ministère public ne peut s'affranchir du contrôle du pouvoir exécutif, car, pensions-nous, dans un procès, le ministère public représente l'État, dont les intérêts sont lésés par la commission de l'infraction. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, ministre des Invités, première réforme. Chaque fois, je vais annoncer la réforme et je vais expliquer pourquoi. C'est le moment. C'est le moment. On fait la pédagogie. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut supprimer le Conseil supérieur de la magistrature et le remplacer par le Conseil supérieur de la justice. Monsieur le ministre d'État, vous avez raison. Monsieur Infraction, vous l'avez dit, vous avez également raison. La justice, ce n'est pas la magistrature. La justice, c'est une fonction régalienne de l'État. Ce n'est pas une fonction de ces fonctionnaires qu'on appelle magistrats et qui sont déjà respectables et que je respecte personnellement. L'État a organisé les États généraux de la justice et non pas les États généraux de la magistrature. Les États généraux de la justice doivent donc donner naissance au Conseil supérieur de la justice qui sera associé à la bonne administration de la justice dans notre pays. Le Conseil supérieur de la justice va reprendre et élargir les compétences actuelles du Conseil supérieur de la magistrature. Par exemple,
il existe dans notre pays un Conseil supérieur de la défense et non un Conseil supérieur des militaires. Il traite des questions liées à la défense du pays qui est une fonction régalienne de l'État. Mesdames et messieurs, la défense de notre pays commence par justice et puis paix, tabac. Nous avons un ministre de la justice et non un ministre de la magistrature. Donc, nous avons des palais de justice de justice et non pas des palais de magistrature. Et donc la justice, dans son strict sens de vertu, la justice fait partie des 4 vertus cardinales, à côté des 3 vertus théologales. Et la justice, fondement de l'état de droit, et non de la magistrature, mais il y a un conseil supérieur de la justice. Monsieur le procureur général, près la Cour constitutionnelle, Monsieur l'auditeur général de FRDC, chers collègues membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Excellences, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Les assises des États généraux de la justice me paraissent, à tout le moins, à cette 3e journée ou 2e journée, parce que je les suis de très près, je n'étais pas là, je suis revenu pour y participer et activement. Je semble voir certains à côté. Permettez-moi de le dire dans le sens que on dirait qu'on est en train de se faire des attaques selon qu'on est d'un camp ou d'un autre, et même au niveau dans des attaques un peu personnelles. Je voudrais vous rassurer qu'en ce qui me concerne, il n'y aura aucune attaque, je serai objectif, j'y réfléchis, je donnerai quelques pistes de solutions parce que les problèmes, il y en a. Là où il y a les hommes, il y a des problèmes. Et j'espère avec cela pouvoir contribuer à ce que le chef de l'État appelle la renaissance de la justice. Et moi, je surajoute la régénérescence de la justice. Alors, l'article 70 de la conclusion de la loi portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire dit exactement ceci. Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre de la Justice dans ses attributions. C'est clair. Mais l'article continue. Celui-ci, donc le ministre, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Donc le même article est en train de définir quelle est l'autorité du ministre sur les magistrats. Il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Le même article continue. Il exerce son pouvoir d'injonction, donc, il l'exerce en saisissant le procureur général près la Cour de cassation ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. La loi est claire.
sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. C'est clair. Le ministre a un pouvoir réel d'injonction. Le leitmotiv de cette injonction, quand nous disons, nous avons dans l'exposé de motifs, est simple. Et moi, il y a quelque temps, je venais de prendre une instruction demandant aux magistrats de se saisir d'office de toutes les infractions qui se commettent à ciel ouvert. Il avait été constaté que le magistrat du parquet ne jouait plus son rôle d'être actif, qu'il attendait qu'on n'apporte pas devant lui une plainte pour pouvoir mettre l'action publique en mouvement. C'était sous cet angle que le législateur en ce moment-là avait donné l'injonction, le droit d'injonction au ministre de la Justice pour que, à son niveau, dès qu'il constatait une léthargie ou des faits infractionnels pour lesquels aucune action publique n'avait été amorcée, de pouvoir donner l'injonction au parquet. Et ici, on parle du ministère public, le procureur général pour la Cour de cassation et le procureur général ou le procureur général pour les cours d'appel. Là, ça ne fait pas débat. Si on pouvait s'arrêter à ce niveau-là, je crois que chacun tirerait les conséquences pour l'exercice de ses attributions. C'est l'article 70 de la loi organique portant organisation, le fonctionnement de l'exercice, bref, des compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Je voudrais aller plus loin. Les lois, celui de 2006 et celui de 2015 sur les statuts de magistrats sont clairs à leur tour. Il stipule que le magistrat du parquet est placé sous l'autorité hiérarchique de son chef. Alors, là, à me demander quel est réellement le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice. Au-delà de ce pouvoir d'injonction défini dans l'article 70, il y a aussi, pour nous qui sommes de la cassation, le pouvoir d'injonction qu'il fait au ministère public près la Cour de cassation pour interjeter les pourvois en cassation. Et là aussi, c'est l'indépendance du magistrat du parquet lorsqu'il est saisi de pouvoir conduire la matière. Lorsque moi, sur injonction du ministre de la Justice, je suis saisi pour interjeter les pourvois, je vois les moyens qui sont avancés. Et à la fin, si je trouve que les moyens ne sont pas cohérents, je prends le dossier, je classe ensuite et j'écris au ministre que, après étude, le pourvoi ne peut prospérer jusqu'au niveau de la Cour de cassation. Et c'est dans la même logique et philosophie qu'au niveau de l'injonction faite au parquet, le ministre, il est clairement bien dit, se retire de l'exercice de l'action publique lorsque l'injonction a été donnée. Les gens voudraient, tel que je l'ai senti ici dans la salle, ou je ne sais pas qui est dans la salle, mais j'imagine que nous avons aussi des expatriés, c'est là aussi que nous devons faire très attention. Nous ne sommes pas seuls pays sur cette terre. Et ce que nous faisons, ce n'est pas que c'est pour nous propres. Vous savez, dans ce pays, il y a eu, à un moment donné, le recours à l'authenticité. Et on est revenu sur ce recours à l'authenticité. Nous avons été dans un système unilinéaire, présidentiel en son genre. Nous sommes revenus sur ce système. Et à l'heure où la démocratie semble être le système de gestion de nos pays, mondialement parlant, je trouve écœurant parfois qu'on veut remettre ce qui est classiquement reconnu en cause et considérer que
c'est devenu une tare. J'ai des solutions à proposer par rapport à l'exercice du pouvoir ou des pouvoirs selon qu'ils sont trois. Les rapports qui doivent être régis entre eux. Et ici, il n'y a pas de thérapie magique. Le chef de l'État, en ce jour, se trouve être le régulateur des institutions parce qu'il est au-dessus de la mêlée. Et il peut arriver qu'entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, un problème survienne. Le chef de l'État peut renvoyer à la maison le Parlement, vous le savez, c'est constitutionnel. De la même manière, il peut, après avoir constaté de manière flagrante un dysfonctionnement, renvoyer à la maison le gouvernement, vous savez. De même, pour les mêmes faits, il peut renvoyer à la maison le pouvoir judiciaire. Donc le chef de l'État, c'est le régulateur. Je considère que le lui ou la monnaie a présidé un organe serait le remettre encore, parce qu'il serait président de cette institution-là, on lui donnerait un vice-président. Et vous voyez comment le gouvernement fonctionne. Il y a un premier ministre, et le gouvernement, le chef du gouvernement, mais le conseil des ministres est présidé par le chef de l'État. Du profond de moi-même, je suggère que si l'on peut mettre ou introduire le chef de l'État dans le giron du Conseil supérieur de la magistrature, je trouve que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ça se gérerait de la manière que gérait le gouvernement. En ce moment-là, il y a un chef de gouvernement qui se trouve être le Premier ministre, qui serait le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui présiderait à temps réel ce Conseil supérieur de la magistrature, et le chef de l'État, dans tous les cas, toutes les résolutions lui sont soumises. Celui qui nomme et révoque les magistrats. Et ça s'arrêterait là. Et là, on aurait cette indépendance du pouvoir judiciaire régulée au sommet par le magistrat suprême, le titre le dit bien, qui régulerait toutes les insuffisances qui seraient constatées au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Les cartes de presse qui sont formulées par les ministres de l'État, les chefs de l'État reçoivent les prêts. Quand vous suivez la télévision, on nous parle de la justice. Alors une question se posait, est-ce que cette justice est malade ou elle a bonne santé? Si elle a bonne santé, mais qu'est-ce qui fait qu'il ait beaucoup de plaintes? Est-ce qu'il n'est-il pas bien que tout le monde soit là pour porter un regard sur le fonctionnement de la justice? Et voilà pourquoi dans d'autres États, et moi je ne vous ai pas parlé des droits français, je ne parle pas des droits belges, je reste dans les pays africains. Parce que les Africains sont intelligents. Dans certains pays africains, le Conseil supérieur est composé de toutes les disciplines. Je prends le Conseil supérieur de la magistrature béninoise. Il est présidé par le président de la République et composé de 6 magistrats, outre le président de la Chambre de la Cour suprême et 8 membres non magistrats. Ça c'est au Bénin. Est-ce que là il n'y a pas l'indépendance? Il y a l'indépendance aussi, mais ils sont là. Je suis sur Brazzaville. Là, il est présidé par le président de la République et il comprend 6 membres, donc 5 des droits. Le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, le vice-président de la Cour suprême, le premier avocat général de la Cour suprême, 8 magistrats nommés par le président, 3 membres non magistrats nommés par le président de la République, dont un enseignant cherché en droit durant les magistrats, un psychologue, un sociologue. Voilà, tout le monde est. Il est ici. Est-ce que ici, à Brazzaville, mais quand vous lisez la Constitution,
on vous dira que tous les tribunaux ici sont indépendants. Donc la présence de ces gens ne porte pas atteinte à l'indépendance. Je vais me justifier. Je parle au Cameroun, j'ai pris seulement les pays africains. Il compte en plus du président de la République et les ministres de la Justice, 3 députés désignés par l'Assemblée nationale, 3 magistrats du 15 mois, des 4 désignés par la Cour suprême et une personnalité n'appartenant ni à l'Assemblée. Ça c'est au Cameroun. Je suis au Gabon. Il est présidé par le président de la République, assisté des ministres de la Justice et garde des ressources. En tant que premier vice-président, le président du grand tour assurant la seconde vice-présidence, les 3 députés, 2 sénateurs, ainsi que les ministres du budget, dont la participation et les voix ne sont pas consultatives. Donc il compte 8 membres, dont 3 exécutifs, 5 du Parlement et 20 magistrats du siège et du parti. Tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la justice. Il s'agit de la justice qui est une matière très importante. Il s'agit de la justice qui demande l'implication de tout le monde pour son bon avancement. Qu'est-ce que je propose en tant que professeur? Je suis en train de réfléchir. Ce qui est bien pour moi, c'est que je suis têtu en droit. Je suis têtu en droit. Pour la RDC, pour le niveau du Conseil de la magistrature, je propose que le chef de l'État soit le président. Je propose que le ministre de la Justice soit le vice-président. Je propose, s'il vous plaît, 4 personnalités qualifiées, je dis qualifiées de la société civile. Je propose 2 bâtonniers, bâtonnier national et bâtonnier civil. Pourquoi alors, quelqu'un va poser la question, mais pourquoi la présence du président de la République? Mais notre premier chef, si nous devons réfléchir, c'est le Seigneur public, c'est lui qui nomme et nous révoque. Il est le magistrat suprême, il accorde la grâce présidentielle. Pourquoi ne peut pas être? Le ministre de la Justice, mais la politique judiciaire est écrite par le gouvernement, c'est lui qui doit accompagner l'application de la politique judiciaire dans les corps. C'est tout. Il faut noter qu'à l'heure qu'il est, je parle en tant que professeur, à l'heure qu'il est, aucun pouvoir n'est venu de façon isolée. Tous les pouvoirs coopèrent. Voilà pourquoi le gouvernement édicte la loi. Les coups tribunaux vont appliquer la loi exécutée par l'exécutif. Voilà une autre collaboration. Donc, ça vaut la peine que tout le monde soit impliqué. Pourquoi alors les non-magistrats doivent être là? Mais la justice est la journée du peuple. Le chef de l'État est là, mais la justice et les causes des tribunaux, les décisions des causes des tribunaux sont exécutées au nom du chef de l'État. La justice est la journée du peuple. Ils sont destinataires. Vous, magistrats, quand vous jugez, vous rendez les jugements, ce n'est pas par rapport à vous-même, ça s'adresse à la population. Il faut que cette population ait un œil dans la justice. Là, il y a pas de problème. En conséquence, je demande la révision des articles 4 de la loi portant conseil sur l'administration. On doit ingérer les chefs de l'État, on doit ingérer les ministres, on doit ingérer aussi les bâtonniers et les 4 représentants. L'Ordre national des avocats serait absent du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi les organisations de la société civile, les organisations des droits de l'homme, ne seraient-elles pas représentées au sein du Conseil supérieur de la magistrature? Ça existe ailleurs. Et puis je me fais pour ma chapelle. Pourquoi le professeur de droit constitutionnel ne serait pas représenté? Voilà donc il y a le temps pour. Je termine par une recommandation. Ce que je souhaite vraiment, des réformes sont à faire. Ma recommandation, c'est que je propose qu'on revoie la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que sinon, les assises comme celle-ci n'auraient pas de sens. Pour soigner la magistrature, pour voir, aborder les questions qui touchent à la magistrature, toute la société doit être concernée.
Parce que la justice est rendue au nom du peuple. Évidemment, il y aura des implications, il pourra y avoir des implications dans le constitutionnel. Mais je souhaite que, comme dans plusieurs pays, cet organe soit élargi aux non-magistrats. Et dans le cas d'espèce, pourquoi est-ce que le président l'a dit ne serait pas le président du Conseil supérieur de la magistrature? Mais parce qu'on l'appelle magistrat suprême, parce qu'on l'appelle, il est le magistrat suprême, parce qu'il est le garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Pourquoi pas? Ça existe dans plusieurs pays. J'ai cité le Sénégal, j'ai cité la République centrafricaine, je pouvais citer le Cameroun, je pouvais citer le Gabon et plusieurs autres. Et même le ministre de la Justice. Pourquoi ne l'intégrons pas? Pourquoi nous avons fait la majorité? Et je m'adresse à mon collègue Albert Mende. Pourquoi est-ce que les parlementaires ne seraient pas non plus représentants? C'est parce qu'ils sont élus du peuple. Vous avez utilisé vos 15 minutes. Je vous remercie pour votre aimable attention. Congo Avenir. Mboka ya Bakongo.